Salut! Avant de commencer, je voulais te dire que si tu le souhaites, tu peux me soutenir sur Utip. Et le truc génial, c'est que c'est totalement gratuit. Tu regardes une pub, 5 même si tu veux, et tu me fais avancer dans mon projet de devenir indépendant. Merci et bonne vidéo. Je pense que vous êtes au courant, la Seconde Guerre mondiale a vu s'affronter deux camps. Les puissances alliées, représentées en gros par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine ou encore l'URSS à partir de 1941, et les puissances de l'Axe, représentées par l'Allemagne, le Japon, l'Italie, la Hongrie ou encore la Roumanie. Et bien, vers la fin de l'année 1944, alors que la défaite de l'Axe en Europe est toute proche, et dans l'espoir de continuer la guerre dans le Pacifique, Japon et Allemagne mirent en place un échange de technologies, de scientifiques, mais surtout de marchandises. Bah oui, ils sont en guerre avec les plus gros fournisseurs de la planète, donc entre copains, on s'entraide. Ces différents échanges furent réalisés grâce à des sous-marins, et le saviez-vous, en 2017, un de ces sous-marins pose encore problème. C'est parti. Dès le début de la guerre, l'Allemagne subit un blocus de la part des forces alliées. Il devient alors dangereux d'échanger des marchandises avec le Japon ou l'Italie avec des bateaux cargo. Bah oui, c'est le but d'un blocus en fait. Rapidement du coup, l'idée de passer sous l'eau intervient. Bon, je vous le cache pas que le Japon, qui est une île, a déjà prévu le truc bien avant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, eux, avant la Seconde Guerre mondiale, sont déjà en guerre. Ils ont annexé la Corée en 1910 et ont envahi une partie de la Chine. Le Japon lance alors dès 1937 la construction de gros sous-marins avec des grandes capacités d'emport dans le but d'échanger des marchandises. Et c'est le 2 août 1942 que le tout premier sous-marin japonais est venu en Europe, précisément à l'Orient. Pourquoi à l'Orient ? Bah oui, en 1942, la France est occupée par l'Allemagne nazie, donc à l'arrivée en France, ça évite de faire le tour par le Danemark et surtout de passer à côté du Royaume-Uni. Et c'est ainsi que les différents échanges entre le Japon et l'Allemagne ont commencé. En général, les sous-marins allemands et japonais se croisaient au Cap Vert, ou encore au large de Madagascar, et là, ils échangent la marchandise à l'aide de bateaux gonflables. La cargaison est souvent constituée de technologies, de plans de torpilles, de sous-marins, de radars, de machines Enigma, de munitions, etc., etc. C'est dans ce contexte qu'appareille de Kiel, le 5 décembre 1944, le sous-marin allemand U-864 en direction du Japon pour apporter des technologies, des savoirs et des ressources. On va nommer cette opération l'opération César. Salut Jules! À bord, on y trouve des réacteurs de Messerschmitt ME-262, mais c'est juste le premier avion de chasse à moteur à réaction opérationnelle de l'histoire. On y trouve aussi des scientifiques, des systèmes de guidage pour les missiles V2 et 65 tonnes de mercure liquide. Rappelez-vous de ces 65 tonnes de mercure liquide. Sa route devait l'emmener de la Baltique en mer du Nord pour contourner les îles britanniques, puis redescendre vers l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance pour enfin aller vers le Japon. Le voyage allait donc durer de longs mois, mais l'équipage partait confiant car l'U-864 n'avait jusqu'alors connu aucune avarie. Le jusqu'alors est important. Vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. Le sous-marin longe le Danemark et la Suède, tout va bien. C'est lorsqu'il passe à côté de Farsund, en Norvège, que le sous-marin heurte le fond de la mer. C'est possible ça ? Bon, au moins la coque n'est pas percée, le sous-marin a juste une belle bosse. J'ai envie de dire qu'il s'en tire pas trop mal. Par contre, un des moteurs ne fonctionne plus. Il faut aller le réparer, et l'endroit le plus proche pour cela est à Bergen, en Norvège. Le sous-marin s'y arrête donc, les réparations prennent du temps et les Alliés apprennent l'existence de l'opération César et ils décident d'agir. 32 avions sont envoyés le 12 janvier 1945 pour bombarder la zone. Le sous-marin qui est au sec pour réparation est touché, les réparations sont donc allongées. Ce que l'équipage allemand ignore, c'est que ce temps supplémentaire à attendre les réparations du sous-marin va leur être fatal. Pourquoi ? Car les Britanniques ont décodé toutes les communications du sous-marin et sont donc au courant de ce retard. Ils en profitent pour envoyer un de leurs sous-marins sur place, le HMS Venturer, pour chasser l'U-864. Il faut savoir qu'à l'époque, les sous-marins ne sont pas du tout faits pour en chasser d'autres. Ils sont là pour couler les bateaux ou transporter des marchandises ou des hommes. En effet, les radars en sont à leur balbutiement, les systèmes de guidage pour torpilles n'existent pas à ce moment-là, et toucher un sous-marin immergé dans l'océan est donc tout simplement impossible, puisque les torpilles ne font qu'aller tout droit jusqu'à rencontrer un obstacle. Bon, au début du mois de février 1945, le U-864 part enfin de Bergen. Vite vite, il passe entre toutes les îles norvégiennes afin de contourner les îles britanniques pour ensuite repartir vers le Japon. Malheureusement pour lui, le 8 février 1945, alors qu'il était déjà bien avancé dans la mer du Nord, une avarie d'un moteur força l'U-864 à retourner en arrière après avoir prévenu de son retour à Bergen pour réparation. La réponse allemande signala qu'une escorte serait mise à disposition le 10 février près du phare d'Elisoy.
Entre-temps, le sous-marin britannique arrive sur place. Inhabituellement bruyant, les moteurs diesel de l'U-864 sont détectés aux hydrophones par le Wanderer le 9 février qui suit désormais les Allemands grâce au bruit. Mais encore une fois, trouver précisément le sous-marin ennemi immergé et réussir à le toucher avec une torpille relève d'une mission impossible. Et c'est là que les Anglais vont avoir une chance incroyable. Toujours le 9 février, le sous-marin anglais remonte presque à la surface pour faire émerger juste son périscope et surveiller les alentours. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des ennemis. Je rappelle qu'une flotte de bateaux doit venir escorter le sous-marin allemand le lendemain. Et c'est là que les Allemands, qui ne se savent pas encore traquer, font de même. Les Britanniques voient alors le sous-marin ennemi, ils savent désormais où se trouvent les Allemands. Les Britanniques allument alors leur système ASDIC, qui est l'ancêtre du sonar, ce qui a pour conséquence de les faire repérer eux aussi par les Allemands. Ceux-ci décident de partir immédiatement pour Bergen sans attendre l'escorte prévue. Ils partent en zigzagant, une manœuvre classique d'évitement des torpilles. Les deux sous-marins sont immergés, il est impossible que les Anglais les touchent, ça n'est jamais arrivé. À cause du trajet en zigzag, le sous-marin allemand doit très régulièrement sortir le périscope pour éviter tout obstacle. Le commandant du sous-marin britannique prend alors 3 heures pour calculer le plus précisément possible la trajectoire du sous-marin ennemi. À 12h12, le commandant anglais donne l'ordre de tirer une première torpille. 3 autres suivent à 17 secondes d'intervalle. Tout en tirant, le Wanderer plonge. Il n'a que 4 torpilles et le sous-marin d'en face en possède 23. Il vaut mieux plonger pour éviter une réplique allemande. L'U-864 évite les 3 premières torpilles en plongeant aussi. Mais en plongeant, il se place pile poil sur le chemin de la 4e. Il est trop tard pour l'éviter. Le sous-marin est touché, il se brise en deux et coule avec son équipage et sa cargaison. Il repose désormais par 150 mètres de fond à 4 km au large de Fedje. À 12h14, le commandant britannique consigna dans le journal de bord une forte explosion suivie de bruit de casse. C'est la seule fois dans l'histoire qu'un sous-marin en coule à un autre alors que les deux étaient immergés et que les torpilles n'avaient pas encore de système de guidage. Aujourd'hui, le paysage autour du sous-marin est fantomatique, contaminé au dernier degré par une partie des 65 tonnes de mercure répandues lors de l'explosion du sous-marin. Aujourd'hui, le mercure s'est déjà répandu sur une surface de 30 000 m², soit l'équivalent de 4 terrains de football. Au printemps 2016, l'administration norvégienne a décidé d'utiliser la technique de l'enrochement pour éviter que le sous-marin ne fasse de dégâts supplémentaires. Pourquoi ne pas le remonter, me direz-vous? Parce que c'est prendre le risque que encore plus de mercure ne se répande dans la mer. Et c'est pas moins de 30 000 tonnes de sable isolant qui ont été déversées sur la zone pour empêcher la contamination de se répandre, formant ainsi une couche de 50 cm. Le tout saupoudré par 160 000 tonnes de rochers. Aujourd'hui, en 2017, le sous-marin est donc recouvert de cette couche de sable et de roches, en espérant qu'on n'ait pas seulement relégué le problème aux générations suivantes. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à la partager, ça m'aidera, merci. Un gigantesque merci à toi, cher tipeur, qui soutient Parlons Histoire. Si cette émission en est là où elle est aujourd'hui, c'est grâce à toi, donc merci. Rejoignez-les, j'espère te revoir très vite, histoire de parler histoire.